Chapitre 2. Mademoiselle de Forcheville. Ce n'était pas que je n'aimasse encore Albertine, mais déjà pas de la même façon que les derniers temps. Non, c'était à la façon des temps plus anciens, où tout ce qui se rattachait à elle, lieux et gens, me faisait éprouver une curiosité où il y avait plus de charme que de souffrance. Et en effet, je sentais bien maintenant qu'avant de l'oublier tout à fait, comme un voyageur qui revient par la même route au point d'où il est parti, il me faudrait, avant d'atteindre à l'indifférence initiale, traverser en sens inverse tous les sentiments par lesquels j'avais passé avant d'arriver à mon grand amour. Mais ces étapes, ces moments du passé ne sont pas immobiles. Ils ont gardé la force terrible, l'ignorance heureuse et l'espérance qui s'élançaient alors vers un temps devenu aujourd'hui le passé. Mais qu'une hallucination nous fait un instant prendre rétrospectivement pour l'avenir. Je lisais une lettre d'Albertine où elle m'avait annoncé sa visite pour le soir. Et j'avais une seconde la joie de l'attente. Dans ce retour par la même ligne d'un pays où l'on ne retournera jamais, où l'on reconnaît le nom, l'aspect de toutes les stations par où on a déjà passé à l'aller, il arrive que tandis qu'on est arrêté à l'une d'elles en gare, on a un instant l'illusion qu'on repart dans la direction du lieu d'où l'on vient. Comme l'on avait fait la première fois, tout de suite l'illusion cesse, mais une seconde, on s'était senti de nouveau emporté vers lui. Telle est la cruauté du souvenir. Et pourtant, si l'on ne peut pas, avant de revenir à l'indifférence d'où on était parti, se dispenser de couvrir en sens inverse les distances qu'on avait franchies pour arriver à l'amour, le trajet, la ligne qu'on suit ne sont pas forcément les mêmes. Ils ont de commun de ne pas être directs, parce que l'oubli, pas plus que l'amour, ne progresse régulièrement. Mais ils n'empruntent pas forcément les mêmes voies. Et dans celle que je suivis au retour, il y eut, déjà bien près de l'arrivée, 4 étapes que je me rappelle particulièrement. Sans doute parce que j'y aperçus des choses qui ne faisaient pas partie de mon amour d'Albertine, ou du moins qui ne s'y rattachaient que dans la mesure où ce qui était déjà dans notre âme, avant un grand amour, s'associe à lui, soit en le nourrissant, soit en le combattant, soit en faisant avec lui, pour notre intelligence qui analyse, contraste et image. La première de ces étapes commença au début de l'hiver, un beau dimanche de Toussaint où j'étais sortie. Tout en approchant du bois, je me rappelais avec tristesse le retour d'Albertine venant me chercher du Trocadéro. Car c'était la même journée, mais sans Albertine. Avec tristesse et pourtant non sans plaisir tout de même, car la reprise en mineur, sur un ton désolé, du même motif qui avait empli ma journée d'autrefois, l'absence même de ce téléphonage de Françoise, de cette arrivée d'Albertine, n'était pas quelque chose de négatif, mais par la suppression dans la réalité de ce que je me rappelais. Donnait à la journée quelque chose de douloureux et en faisait quelque chose de plus beau
qu'une journée unie et simple. Parce que ce qui n'y était plus, ce qui en avait été arraché, il restait imprimé comme un creux. Au bois, j'ai fredonné des phrases de la sonate de Vinteuil. Je ne souffrais plus beaucoup de penser qu'Albertine me l'avait tant de fois joué, car presque tous mes souvenirs d'elle étaient entrés dans ce second état chimique où il ne cause plus d'anxieuse oppression au cœur, mais de la douceur. Par moments, dans les passages qu'elle jouait le plus souvent, où elle avait l'habitude de faire telle réflexion qui me paraissait alors charmante, de suggérer telle réminiscence, je me disais, pauvre petite, mais sans tristesse, en ajoutant seulement au passage musical un prix de plus. Un prix en quelque sorte historique et curieux, comme celui que le tableau de Charles Ier par Van Dyck, déjà si beau par lui-même, acquiert encore de plus du fait qu'il soit entré dans les collections nationales par la volonté de Madame du Barry d'impressionner le roi. Quand la petite phrase, avant de disparaître tout à fait, se défie en ces divers éléments où elle flotta encore un instant éparpillée, ce ne fut pas pour moi, comme pour Swann, une messagère d'Albertine qui disparaissait. Ce n'étaient pas tout à fait les mêmes associations d'idées chez moi que chez Swann que la petite phrase avait éveillées. J'avais été surtout sensible à l'élaboration, aux essais, aux reprises, au devenir d'une phrase qui se faisait durant la sonate, comme cet amour s'était fait durant ma vie. Et maintenant, sachant combien chaque jour un élément de plus de mon amour s'en allait, le côté jalousie, puis tel autre, revenant en somme, peu à peu dans un vague souvenir, à la faible amorce du début, c'était mon amour qu'il me semblait, à la petite phrase éparpillée, voir se désagréger devant moi.